joindre. Le forum de ce soir sera un question-réponse forum public. Je tenais d'abord à remercier Églantine Povarel-Moss, avocate en immigration, qui a la gentillesse ce soir de donner de son temps privé pour répondre à nos questions et essayer de nous éclairer dans ces situations difficiles. Donc, le format de ce soir sera un forum public ouvert à tous. On répondra évidemment à toutes les questions générales sur la situation actuelle, notamment liées au Covid-19. On ne pourra pas se pencher sur des cas particuliers et nous ne traiterons pas de cas particuliers sur ce forum, évidemment. Donc, si vous avez des questions générales sur la situation actuelle, sur l'immigration, sur ce qui se passe, n'hésitez pas à les poser dans le chat sur Zoom. Et puis on les prendra et je les poserai un par un à Églantine au fur et à mesure de ce webinaire. On va aborder d'abord en introduction quelques points clés, en commençant par les sujets qui avaient été évoqués en annonce. Et puis après, on prendra toutes les questions possibles. On essaiera de répondre à tout ce qui vient. Donc, chère Églantine, pour commencer, mon ESTA expire. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux prolonger mon séjour aux États-Unis? Comment ça se passe? Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Je vous remercie de vous joindre à nous pour ce webinaire. Alors, un petit point tout d'abord, je vois que certains d'entre vous n'ont pas encore le son de vos microphones. Alors, je vous prie de faire ça. Et si possible, ça, tout le monde a la vidéo principale en écran partagé. Sinon, ça va faire basculer les vidéos et je pense que ça sera plus simple et plus sympathique pour tout le monde s'il y a juste Thierry et moi sur l'écran. Mais voilà, c'est le webinaire sur de votre côté. Sur l'immigration. Ah oui, c'est avec Vous pouviez tourner le son de vos microphones avant que je commence à répondre à la question, ça serait très bien. Okay. Alors, d'abord, le tout premier point que je voulais vous dire, donc moi je suis avocate d'immigration à Houston, je suis diplômée de l'University of Houston et je suis licenciée par la Cour suprême du Texas, d'accord? Donc je ne suis pas avocate française, mais je suis francophone et je suis française d'origine, mais avocate au Texas. La présentation aujourd'hui, c'est une présentation d'information générale qui est donnée sur mon temps privé, comme l'expliquait Thierry, mais qui est vraiment vue dans un esprit de communication et de tentative d'éclairage, d'explication sur le contexte actuel. Ce n'est pas une communication légale, ce n'est pas un conseil spécifique donné à chaque participant, et donc je ne peux pas répondre aux questions, à des scénarios qui seront personnalisés. Par contre, je serais ravie de répondre aux questions générales et de vous adresser un petit peu les points qu'on a abordés sur les thèmes généraux. Et voilà, je vous prie de bien comprendre que cette explication, toutes les informations que je vous donne, c'est à titre communicationnel et informatif, généralement pas à titre légal. D'accord? Donc, le premier point qu'on voulait adresser, et c'est des questions que j'ai vues beaucoup récemment, c'est que faire quand l'ESTA expire. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est l'ESTA au cas où certains d'entre vous ne le savent pas? C'est une option, en fait, pour que les gens qui ne sont pas américains puissent venir sur le territoire américain sans visa. Donc, l'ESTA, c'est la partie où on demande une préautorisation au gouvernement. Cette autorisation est normalement donnée pour 2 ans. Et derrière, ça permet d'entrer sur le territoire sous quelque chose qui s'appelle visa waiver. Donc, c'est une absence de visa. D'accord? Ce papier que vous signez, l'ESTA, pour vous permettre l'entrée en visa waiver, c'est très pratique parce que du coup, vous n'allez pas aller au consulat, vous n'allez pas à récupérer un visa, mais du coup, vous signez en même temps une limitation sur vos droits de manière générale. Et donc, ça veut dire que les règles sont très strictes et il n'y a pas beaucoup de déviations. Donc, normalement, vous entrez et on va vous donner jusqu'à 90 jours. Normalement, c'est systématique, il donne la période des 90 jours. Mais si la période va expirer et qu'il y a un problème qui se pose, de manière générale, normalement, vous devez quand même sortir du territoire. Donc, il y a une exception à cette opération.
Et elle arrive s'il y a une situation problématique, en particulier s'il y a un vol annulé sur la fin du séjour ou s'il y a un cas extraordinaire. Alors, en général, c'est des situations très, très compliquées. Par exemple, une personne est dans le coma à l'hôpital et ne peut pas sortir de l'hôpital. Pour la situation actuelle où on a une suspension des voyages, une des citoyens français, hein, des citoyens qui sont allés sur le territoire européen et une annulation des vols de manière étendue depuis les annonces et depuis le développement du Covid, Customs and Border Protection ont annoncé qu'ils accepteraient de manière un peu plus étendue d'ajouter une période de Satisfactory Departure de 30 jours qui serait disponible de manière assez facile s'il y a eu un vol annulé et qu'il y a un problème pour remettre en place le prochain vol, mais également s'il y a un vrai problème de santé lié au Covid-19. Donc, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui vont se présenter en disant « Ah ben voilà, il y a le Covid, moi je ne veux pas rentrer en France », ça ne va pas marcher. Mais par contre, s'il y a une réelle situation humanitaire et problématique liée au Covid, vous allez pouvoir vous présenter dans quelque chose qui s'appelle une Deferred Inspection. Il y en a un peu partout au travers des États-Unis et c'est disponible sur le site de Customs and Border Protections. Donc, comme il y a beaucoup de monde de différentes, je pense que tout le monde n'est pas forcément d'Houston, je ne donne pas d'indication plus précise, mais sur le site de CBP, c'est assez clair. Si c'est à cause d'un vol annulé, eh ben, il faut se présenter avec la preuve du vol annulé, la preuve qu'il y a un autre vol qui va être programmé sous les 14 jours de l'expiration de ce statut de visa waiver. Si c'est pour une autre raison, il va falloir que ce soit extrêmement documenté et donc je vous suggère d'être très préparé. D'accord? Que se passe-t-il si vous restez au-delà de votre ESTA? D'accord? Il y a beaucoup de conséquences là-dessus. La première vous allez avoir une annulation de votre ESTA. D'accord? Donc, dans le futur, vous ne pourrez plus voyager sans visa pour revenir. Vous allez devoir demander un visa, même un visa de touriste. Ça, c'est un vrai problème, sauf s'il y a eu, vous êtes parti dans cette période de 30 jours de Satisfactory Departure, si ça a été donné. Donc, si c'est donné, l'agent de CBP va imprimer un nouveau I-94 et avec la nouvelle date qui finira en fait votre séjour. Si vous restez sur le territoire et que vous ne partez pas, que se passe-t-il? Eh bien, vous allez accumuler de la présence qui n'est pas autorisée, d'accord? Et donc, si vous partez entre 180 jours et 1 an et que vous essayez de revenir sur le territoire américain, il va y avoir 3 ans où vous allez être bloqué. Si vous sortez au-delà des 1 an, c'est 10 ans. Donc, c'est un vrai problème de long terme. De plus, si vous restez au-delà de la période autorisée, vous pouvez être mis en procédure de déportation. Donc, gardez toujours ça à l'esprit. En ayant signé l'ESTA, vous avez dit au gouvernement que vous acceptiez, que vous compreniez que vous n'aurez pas l'autorisation de vous défendre devant la cour. Donc, vous aurez un ordre de déportation. Il y a une petite exemption qui est relative à ce qu'on appelle les immediate relatives, qui sont les époux de citoyens américains, les enfants en dessous de 21 ans de citoyens américains ou les parents d'un citoyen américain qui a plus de 21 ans. D'accord? Donc, c'est une procédure immigrante qui est vraiment très spécifique. Et puis aussi, s'il y a une demande d'asile qui est faite en parallèle, mais pour la France en général, les demandes d'asile, ce n'est pas un cadre qui rentre dans cette discussion. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur les stages. Je vois que beaucoup de personnes ont posé des questions qui n'étaient pas relatives. S'il y a une question relative à l'ESTA, Deferred Inspection, c'est un bâtiment, d'accord, je vais l'appeler ça un bâtiment, c'est un espace où CBP a des officiers qui peuvent retravailler sur des problèmes de I-94. Vous savez que quand vous entrez sur le territoire américain, en tant que non-citoyen américain, on vous donne une période d'entrée qui est limitée. Et donc, c'est un papier qui s'appelle le I-94 que vous pouvez retrouver en ligne. S'il y a une erreur sur ce I-94, vous pouvez le faire corriger. De même,
pour faire la demande de période de satisfactory departure, vous pouvez la faire auprès de cet espace qui s'appelle Deferred Inspection. On en a un à Houston qui n'est pas très loin de l'aéroport international de IAH. Il y en a dans plusieurs villes, ils sont tous listés sur CBP et leurs procédures spécifiques pour pouvoir leur parler est listé également avec leurs contacts. Et alors, le site web pour CBP, c'est bien cbp.gov. Oui, je vais vous le mettre là, le site. Si vous me donnez une seconde, je vous le donne. Je vais regarder là. Et donc, il suffit de faire une petite recherche US Customs and Border Protection. Voilà. Et C'est bon, je l'ai posté. c'est listé ici. Voilà. Vous avez les deux sites, le site général de Customs and Border Protection et ensuite le site de Deferred Inspections. Voilà. Alors, je vais avancer. Peut-être, Thierry, vous... Bien sûr. Mais il y avait un petit suivi pareil sur l'ESTA. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait rentrer aux États-Unis sur un ESTA, donc par exemple un Français ou une Française qui voudrait voyager aux États-Unis, est-ce que c'est toujours possible? Alors, il y a deux parties à cette réponse. Si la personne a déjà un ESTA et que cet ESTA n'a pas été annulé et que la personne n'a pas voyagé dans un des pays qui sont sous suspension, c'est-à-dire qu'il n'a pas voyagé dans un des pays Schengen, y compris l'Angleterre et l'Irlande, de même que la Chine et l'Iran. Si cette personne-là ne s'est pas présentée physiquement sur un de ces territoires sous les 14 jours précédents, la personne peut entrer sous ESTA. Donc, imaginons qu'il y a une personne française qui a un ESTA qui était déjà valide et qui vit au Mexique et qui n'est pas allé en Europe depuis des années et qui se présente, donc qui prend un vol et qui se présente sous son ESTA, cette personne devrait être admise. Par contre, les échos que j'ai, c'est que les nouvelles demandes d'ESTA sont refusées et qu'il y a des annulations. Donc, il faut bien garder ça à l'esprit. C'est peut-être pas si simple que ça, les entrées en ESTA à l'heure actuelle. Mais tant qu'il n'y a pas eu de présence, ce n'est pas une interdiction d'ESTA qui est passée et ce n'est pas une interdiction de nationalité. C'est vraiment une interdiction pour des personnes qui étaient présentes physiquement sur les territoires affectés. Alors, je vois une demande relative aux problèmes de santé. S'il y a un problème de santé sous l'ESTA, oui, mais bien garder à l'esprit qu'il va falloir avoir une documentation très, très soutenue et même avec un avocat, ça peut être très difficile. Donc, si c'est qu'il y a eu un test où il y a une positivité au COVID-19, il suffit d'y aller avec le résultat du test et bien démontrer qu'on est en quarantaine. Si c'est pour une situation sanitaire différente, il faudra avoir beaucoup de documentation. Pour un peu dans la même lignée, est-ce que c'est la même procédure si on a un visa qui arrive à expiration et est-ce que la procédure est différente suivant le type de visa? Non, alors sur les visas, justement, c'est très différent. Il y a beaucoup moins de problèmes parce que vous n'avez pas annulé vos droits. Donc, sur une entrée sur un visa, il y a une possibilité de faire une demande d'extension avec le gouvernement américain sans avoir sorti du territoire, une possibilité de changer de statut également. Donc, par exemple, vous êtes entré en visiteur pour business, vous aviez des rendez-vous, puis vous décidez, bon, c'est compliqué, finalement, j'ai envie de faire quelque chose pour les États-Unis, je vais faire un investissement. Vous pouvez faire une demande de changement de statut vers un statut d'investisseur. Donc, ces possibilités-là, sur le territoire américain, sont toujours possibles. Ce qui pose problème à l'heure actuelle, c'est d'aller demander un visa à l'étranger. Les États-Unis ont suspendu tous les rendez-vous consulaires, que ce soit non-immigrants ou immigrants, pour une période indéterminée qui va être vraisemblablement liée aux périodes d'amélioration de la situation actuelle. Donc, si vous voulez faire juste un changement de statut pour pouvoir rester sur le territoire américain ou une extension, le faire ici, il faut le faire avant l'expiration du I-94. Donc, je reviens sur ce concept dont on parlait au début, c'est la période initiale qui a été donnée. Donc, tant que la demande d'extension, de changement de statut est faite avant cette expiration, c'est possible de rester ici sous cette transition. Par contre, vu qu'on a des situations problématiques avec le COVID-19, des problèmes
de quarantaine s'il y avait un réel problème de sanitaire, donc de santé, où la personne ne peut pas faire cette demande dans les temps. Il y a une procédure où on peut demander, en fait, discrétionnaire, où on peut demander à l'administration américaine, en même temps qu'on fait cette demande d'extension de changement de statut, une clémence sur cette carence d'avoir envoyé dans les temps. C'est très discrétionnaire, c'est très limité, c'est très au cas par cas. Je voulais juste le pointer du doigt. C'est aussi listé dans ces procédures extraordinaires sur le site de USCIS, donc qui est le site qui adjudique les demandes de statut, de changement de statut ici, les pétitions sur le territoire américain. D'accord. Par rapport au visa, donc à l'heure actuelle, je pense qu'il y a 3 points clés quand il y a des visas renouvelés. Si vous êtes sur une procédure où vous ne pouvez pas faire un renouvellement ou une extension ici, pour une raison quelconque, vous allez avoir un problème pour le voyage à l'étranger, à voir si le territoire vous accepte, d'accord? Donc, s'il n'y a pas eu de suspension d'entrée ou de sortie du territoire sur lequel vous voulez faire une demande de visa, si le consulat accepte de faire ce renouvellement et si vous allez arriver à revenir aux États-Unis. Donc, à l'heure actuelle, au vu de la suspension de l'entrée des personnes qui sont sur le territoire Schengen, il faut faire attention que si vous rentrez en France et que vous faites cette demande de visa à l'heure actuelle, ils ne vous donneront pas le visa, ils ne vous donneront pas un interview, sauf si vous tombez sur des procédures extraordinaires où ils autorisent l'exemption de l'interview. Mais puisque vous êtes sur le territoire français, vous ne pourrez pas revenir directement. Donc, c'est des choses à timer au vu des besoins de voyage et au vu des lieux où vous êtes éligible pour aller faire cette demande consulaire. En règle générale, quelles ont été les conséquences donc, du Covid-19 sur les procédures immigrantes? Alors, je vais faire une distinction entre le non-immigrant, les visas, par exemple les visas investisseurs, les visas de transfert d'employés, les L1. Il y a quelques personnes qui ont posé des questions de L1, et les procédures de carte verte. D'accord? Pour l'instant, tout ce qui est gestion des demandes sur le territoire américain continue. Il n'y a pas eu d'interruption. Ce qui est interrompu, c'est les rendez-vous en personne. Donc, par exemple, les interviews pour les cartes vertes, les interviews pour les prises de données, donc les fingerprints et la photo. Ça, pour l'instant, c'est suspendu jusqu'au 7 avril. Mais le gouvernement continue à adjudiquer les demandes. Les cours continuent à prendre tous les papiers relatifs aux procédures de déportation, même s'il n'y a pas d'audience à l'heure d'aujourd'hui. Donc, c'est très important de continuer à être dans les temps et de monitorer, de faire les choses correctement, parce que pour l'instant, il n'y a pas de position politique générale qui a dit il y a Covid-19, on change tout. Pour l'instant, on reste dans les mêmes règles. Donc, il faut essayer au plus possible de maintenir les dates qui sont nécessaires. Je vais faire un autre point là-dessus, une petite seconde. Oui, je voulais aussi pointer du doigt que les procédures immigrantes, elles sont toujours possibles. Donc, que ce soit les procédures à travers un employeur ou les procédures à travers la famille ou les procédures de self-petition. Donc, si vous aviez une procédure immigrante en cours ou que vous pensiez déposer une procédure immigrante, une carte verte, c'est toujours des choses qui sont possibles. D'accord ? Si vous faites une procédure immigrante de l'étranger, pour l'instant, il y aura un retard sur le rendez-vous consulaire. Okay. Donc, j'ai vu quelques questions qui étaient relatives à ces points-là. Thierry, tu veux en sélectionner il y avait des questions sur les L. Alors, je répète, j'ai vu beaucoup de questions à titre personnel. Je ne réponds pas aux cas spécifiques, aux cas personnels. Mais j'ai vu qu'il y avait quelques questions intéressantes. J'essaie de remonter sur le chat, mais ça ne me laisse pas remonter. Alors, attendez une petite seconde. Donc, sur les L1, c'est exactement ce cadre de visa non immigrant dont je parlais. En général, les entreprises sont représentées par un avocat.
Donc, je vous conseille de travailler, de coordonner ça avec votre avocat sur la question d'un déplacement à l'étranger pour faire renouveler un visa L1. On a beaucoup de questions de cas particuliers. Je comprends tout à fait que les uns et les autres aient des préoccupations personnelles. Malheureusement, on ne pourra pas répondre à ces cas très particuliers. Si vous voulez reformuler la question pour que ce soit un cas général, non spécifique, comme ça a été fait, on pourra y répondre. Mais dans les cas particuliers, malheureusement, on ne peut pas donner des conseils privés, surtout dans un forum public comme celui-là. Merci Thierry, exactement. Par contre, je vois une question qui est plus générale. Et donc, ce que j'étais en train de dire à l'instant, les procédures de carte verte, par exemple, si vous avez envoyé ou vous pensiez envoyer un I-496, un I-485, pardon, c'est toujours possible de les envoyer. C'est toujours en cours d'adjudication. Par contre, ces premiers rendez-vous où on prend les empreintes, ces rendez-vous en personne ne sont pas disponibles à l'heure actuelle. Mais une fois que ces rendez-vous-là sont remis à jour, ça n'aura pas d'impact plus que le fait qu'à l'heure actuelle, les demandes de carte verte sont très lentes, surtout sur le Texas et Houston en particulier. Et donc, il risque d'y avoir un ralentissement de plus du fait d'une diminution potentielle du nombre d'employés présents sur les centres d'adjudication. Mais non, il n'y a pas de suspension à ce niveau-là. Je sais que c'est une question qui est revenue beaucoup récemment. Si on est aux États-Unis, soit sur un visa, soit sur un ESTA, par exemple, quel est l'accès qu'on a aux soins publics? Ça se passe comment? Alors, à l'heure actuelle, il y a eu des prises de position très, très, très claires. L'hôpital n'est pas un endroit où il y aura ce qu'ils appellent des raids, en fait, donc des entrées de ICE, donc de l'entité qui fait qui va exécuter un ordre de détention de la personne, d'accord, parce qu'il y a eu un problème d'immigration. Ces procédures-là peuvent être faites, mais ils ont bien expliqué que ça serait sur des situations vraiment très, très spécifiques. Par exemple, c'est un grand criminel. Mais de manière générale, ICE ne devrait pas être présent dans les hôpitaux. Et sur les tests de COVID-19, il ne doit pas y avoir de questions sur le statut de la personne. Donc, en termes d'accès aux soins, il ne doit pas y avoir de différenciation ou de stress sur la communauté quant à l'accès à la détection de la présence du COVID-19 ou à l'accès aux soins. Ça, je veux insister vraiment très fort parce que beaucoup de gens ont peur et à l'heure d'aujourd'hui, il faut aller chercher il faut respecter les ordres de confinement et il faut aller chercher ces soins, c'est disponible. Il y a un changement qui a eu lieu qui va affecter beaucoup de monde que la communauté française n'a pas forcément beaucoup entendu, c'est les règles relatives à la charge publique. Alors, c'est un forum de présentation très générale, donc je ne vais pas aller dans le détail. À savoir que au 24 février, le gouvernement a changé le test et la perspective pour voir si la personne qui demande une carte verte risque de devenir une charge publique. Le test, dans l'ancien temps, était un test qui se concentrait sur la personne qui demandait, donc le citoyen américain ou le résident permanent. À l'heure actuelle, et donc la personne qui signait le sponsorship, le I-864, à l'heure actuelle, le test s'est renversé vers un contrôle de l'applicant, que cette personne-là ait la capacité financière et donc puisse démontrer de sa capacité à parler anglais, de son passé financier, de son emploi, donc doit démontrer qu'il ne deviendra pas potentiellement une charge publique, donc il ne viendra pas à nécessiter plus de 12 mois de bénéfices publics sur une période de 36 mois avec un test qui est axé sur le futur. Donc, pour l'instant, ce changement-là a déjà été mis en place depuis le 24 février. L'Association des avocats d'immigration a fait beaucoup de pression et je veux vraiment le retourner vers la communauté française. Il y a une pression qui est en cours pour que le gouvernement suspende cette transition vers les nouvelles règles de charge publique pour qu'il n'y ait pas tous ces changements régulatoires en même temps qu'on a une situation humanitaire et de santé publique.
pour qu'on ait vraiment une suspension de cette nouvelle règle, il faut que tout le monde prenne l'habitude à l'américaine d'appeler ses représentants américains et de pousser pour que la règle soit suspendue. À l'heure actuelle, le Covid-19, il n'est pas listé sur les listes de maladies qui aboutissent à une inadmissibilité. Je ne sais pas si ça le deviendra sur le futur, mais vraiment, cette règle de charge publique, s'il y a une hospitalisation de long terme, s'il y a des problèmes de santé très graves, ça peut être un problème sur le futur. Donc, c'est quelque chose où je voudrais vraiment rallier la communauté de prendre position et de bien comprendre quelles sont ces évolutions. Et donc, pour les dossiers déposés après le 24 février. Donc, si vous aviez déposé une demande de carte verte à travers un époux, un parent, un frère ou sœur, et que ces dossiers-là d'ajustement, le I-485 avait été envoyé avant le 24 février, ces nouvelles règles, elles ne s'appliquent pas. D'accord? Donc, c'est vraiment pour les nouveaux dossiers. Sauf si vous étiez en procédure immigrante à l'étranger. Et je ne vais pas rentrer trop dans le détail non plus. Je voulais juste que vous soyez conscients qu'il y a une nouvelle règle qui peut poser problème sur le long terme et que ce n'est pas une règle qui est favorisante pour la communauté française. Alors, 2-3 petites questions du chat aussi. Sur une carte verte, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, mais quand il y a des mises à jour à faire, les procédures continuent comme elles étaient avant. Aucun changement. Aucun changement. Aucun changement là-dessus. Sur les délais de traitement de dossier, on a la possibilité de payer en extra pour expédier les procédures. Non. Ça n'existe plus. Tout est traité, tout est en suspens. Procédure très, très spécifique et ça vient d'être suspendu pour ces procédures-là jusqu'à nouvel ordre. Donc, non, pas à l'heure d'aujourd'hui. Ça reviendra sur certaines procédures, mais de manière générale, les procédures de demande de carte verte, la majorité d'entre elles, on ne peut pas les expédier. Je pense qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont assez inquiets sur la répercussion économique de cette crise sanitaire. On parle déjà de layoffs, etc., dans beaucoup d'industries. Est-ce que si on est licencié, au jour d'aujourd'hui, sur un visa, comment ça se passe? Parce qu'on ne peut pas vraiment rentrer en France. Est-ce que le visa s'expire là? Il y a un délai de carence? Ça se passe comment? Il n'y a pas de délai carence. Donc, la question, il y a plusieurs questions en fait sous cette grande question et des questions où je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, si vous êtes là sur un visa de travail, il va falloir parler avec votre avocat ou avec l'entreprise pour voir quelles sont les politiques internes de l'entreprise. D'accord? Il y a des distinctions sur chaque type de visa, à savoir si l'absence d'un salaire ou un travail à domicile ou un travail sans paye devient ou ne devient pas une situation où il y a une violation de statut. Donc, de manière générale, les absences à la demande de l'employé sont autorisées. Donc, gardez ça à l'esprit. Si on reste sur le payroll, en général, il n'y a pas de souci. Mais il y a des procédures très, très spécifiques sur chaque type de visa. Donc, je vous suggère vraiment, si vous avez une question spécifique à ça, c'est une conversation que vous devez avoir. Je ne peux pas adresser tous ces thèmes-là ce soir. Sur les demandes d'extension ou de changement de statut, c'est ce dont on parlait avant. Donc, il faut l'envoyer avant l'expiration du GUI 94, sauf s'il y a des circonstances où on peut expliquer de manière documentée pourquoi on n'a pas pu respecter cette date. Et dans ce cas-là, c'est des adjudications discrétionnaires qui se feront au cas par cas. Ce n'est pas disponible pour l'ESTA. L'ESTA, c'est 90 jours. Si l'officier de CBP vous donne 30 jours de plus, ben c'est 30 jours de plus, mais si vous ne le donnez pas, c'est toujours que 90 jours. Et ces 30 jours de plus, si vous les donnez, ben c'est quand même une date limite. Il n'y a pas d'extension. Il n'y a pas de possibilité de rester au-delà. Si vous êtes au-delà de votre statut, d'accord, et que vous êtes en ESTA, c'est une annulation de l'ESTA et il faudra déclarer au consulat sur une procédure future, vous êtes resté au-delà de l'expiration du séjour. Et donc, il faudra expliquer ce qui s'est passé.
sur les visas, je vous conseille vivement, si vous allez rester sur le territoire américain, de bénéficier de cette demande d'extension et d'expliquer la raison de l'extension. Et ça, c'est à faire avant l'expiration, évidemment, pas après. Si c'est après, il va falloir bien documenter pourquoi est-ce que vous devez bénéficier d'une procédure discrétionnaire. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, si le gouvernement prend une autre position dans le futur, il faudra revoir ça, ce cadre-là sur le futur. Est-ce qu'il y a des risques de voir des visas ou des cartes vertes annulées à cause du Covid-19 au jour d'aujourd'hui? Le problème, donc je vais revenir sur cette question de la charge publique. Le problème du nouveau test de la charge publique, c'est qu'il va falloir démontrer que la personne ne deviendra pas un problème financier pour le gouvernement. Et donc, sous le nouveau test, c'est un test à plusieurs facteurs et ils vont regarder l'âge de la personne qui demande la carte verte, la santé, le statut de la famille, donc le statut financier du household, l'emploi, les ressources, les dettes. Il regarde grosso modo votre credit history sur les 10 dernières années, sauf s'il y a une exemption parce que vous n'étiez pas sur le territoire américain. Il regarde une entièreté de facteurs et le affidavit of support, qui était l'ancien, vraiment le regard principal de cette adjudication, est devenu juste un des éléments du test général. Donc, la règle est beaucoup plus dure pour tous les demandeurs de carte verte. Okay. Et pour revenir sur le Covid, si vous êtes sévèrement malade et que vous n'êtes pas dans une capacité de travailler, ça touche un des facteurs du test. Donc, pas directement, mais indirectement, à cause de ce concept de charge publique, ça pourrait avoir des impacts très importants et très significatifs. Exactement. Et d'ailleurs, ELA a pris position pour essayer de demander au gouvernement d'avoir une prise de position sur le Covid et ce concept de charge publique. Parfait. Je pense qu'on a répondu. On peut avancer. Toutes les questions pour l'instant qu'on a sur le chat, mais elles continuent à arriver. Je sais qu'on avait une question en offline qui nous a été posée sur aujourd'hui, qu'en est-il des violences domestiques, des ordres de protection, notamment liés à l'immigration. On en est où dans ces sujets-là? Donc, juste un petit point, vu qu'il y a un confinement à l'heure actuelle de manière généralisée, les autorités ont commencé à noter qu'il y avait une augmentation des plaintes basées sur des violences domestiques. Donc, je veux vraiment encourager les personnes qui sont victimes de violences domestiques à appeler les autorités, à s'identifier et à coopérer avec les autorités américaines parce que c'est des procédures limitées, mais il y a une procédure où on peut faire une demande de carte verte tout seul si on a été le ou la victime d'abus d'un citoyen américain ou d'un résident permanent, que ce soit l'époux ou le parent. Donc, c'est des procédures un peu techniques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc, si je voulais pointer ça du doigt. Donc, il y a les procédures ça s'appelle VAWA, d'accord? Deuxièmement, si on est victime d'un crime et qu'on coopère avec les autorités américaines, il y a des procédures alternatives de visa U qui sont également, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc qui sont disponibles pour les personnes qui coopèrent avec les autorités américaines. Ça inclut les victimes de violences domestiques qui sont de personnes autres que citoyens américains ou résidents permanents. Donc, il faut quand même démontrer qu'on a été donc, battered, donc un degré de violence physique. J'ai mon Zoom qui a… Est-ce que vous me voyez? Il y a quelqu'un qui nous a partagé… Est-ce que… Il peut partager son écran, ce qui est sympathique. Tuven. Alors, donc on va voir comment on peut… Voilà, c'est bon. Merci. Heureusement, il n'y avait rien d'indiscret.
Tout va bien. Donc, il y a des procédures de VAWA, des procédures de visa U. Et je voulais aussi noter que pour les épouses de personnes qui sont, époux ou épouses de personnes qui sont en visa A, E3, c'est pour les Australiens, donc je pense que ça ne s'adresse pas trop ici. G et H, il y a une procédure de demande d'autorisation de travail d'urgence qui est faite sur un I-765V sur une démonstration de violence domestique. Donc voilà, je voulais juste vous partager ça. Il y a une page qui est très bien faite sur le Houston Bar Association sur les services disponibles aux victimes de violences domestiques. Donc, souvent, on n'en parle pas. Je pense que c'est quand même un problème qui touche la communauté française, qui est très tabou. Et moi, je veux juste être sûre que vous savez que même s'il y a le COVID-19, même s'il y a des restrictions de déplacement, vous avez le droit de dénoncer des abus physiques et moraux aux autorités américaines et de vous protéger dans des shelters et dans des situations extérieures. Comment ça se passe si on épouse un ou une américaine? Est-ce qu'on a directement accès au territoire américain ou il faut faire une demande? Ça se passe comment? C'est une question très, très longue. Mais donc, si on est sur le territoire américain, on peut faire une demande de… Donc, il y a 2 étapes en général sur les procédures immigrantes. Il y a une pétition qui est la demande de la personne ou de l'entité américaine qui est autorisée à demander un bénéfice au gouvernement qui est que de vous autoriser à demander une carte verte parce que vous avez une certaine relation, vous avez un certain poste, vous avez fait un certain investissement. Et ensuite, cette demande de carte verte. Pour les époux et épouses de citoyens américains, on peut faire les 2 demandes en même temps. D'accord? Si on est sur le territoire américain. Si on n'est pas sur le territoire américain, c'est une demande en 2 temps où on fait la demande du citoyen américain vers le gouvernement et ça s'appelle un I-130. Et si le gouvernement dit oui, ensuite on fait sa demande de visa immigrant au consulat. Ok. Donc la réponse est oui, sous maintien de la procédure qui va avec et qui peut être peut-être un petit peu compliquée. Qui demanderait un sujet de conversation un peu plus long. Par contre, si la question, je ne suis pas sûre si la question posait cette question-là ou si elle demandait, si elle était relative aux exemptions à la suspension du voyage pour les personnes qui étaient sur le territoire français. Donc, il y a, si vous vous souvenez, le président a passé un ordre exécutif qui dit que les personnes sur le territoire Schengen ne peuvent pas entrer sur le territoire américain s'ils ont été présents sur les 14 jours précédents, mais d'exemption pour, en particulier, les époux et épouses de citoyens américains. Donc, pour ces exemptions-là, c'est des choses qui se discutent en amont. D'accord. Donc, le président, c'est le président Trump, pas le président Macron. Non, celui américain. Le président Trump. Donc, il y a des exemptions pour les époux et les épouses. Pour les époux et les épouses, pour les enfants, pour certains frères et sœurs. Donc, si les gens sont intéressés sur ce thème-là, je peux donner plus de détails. Mais de manière générale, si vous avez trouvé que vous faites partie d'une exemption, il faut avoir tous les documents avec vous quand vous vous présentez à l'avion pour venir sur le territoire américain. Sous réserve qu'il y ait toujours un vol, évidemment, sachant qu'on a de moins en moins de vols qui passent outre-Atlantique, malheureusement. C'est ça. Donc, Églantine, par rapport à cette question, si elle reste toujours générale pour toi, on a certaines familles dans la communauté qui sont binationales, dont certains enfants qui peuvent être nés en France et peuvent être ici sous des visas. Ils peuvent avoir des frères ou des sœurs qui sont nés aux États-Unis, qui sont donc citoyennes et citoyens américains. Dans le cadre où des enfants reviendraient du territoire Schengen, étant eux sous un visa par rapport à leurs parents, mais reviennent avec un frère ou une sœur qui, par le fait qu'ils sont nés aux États-Unis, ont une citoyenneté américaine, est-ce qu'ils peuvent revenir avec leurs frères et sœurs? Donc oui, tout à fait. Il y a 2 exemptions à garder à l'esprit. Donc les enfants de citoyens américains, de résidents, tombent sous cette exemption. Et ça, donc s'ils voyagent avec le parent, par exemple, c'est documenter en fait cette relation
ils sont dans l'exemption. Derrière, si l'enfant voyage, par exemple, avec juste un frère et une sœur, et qu'il y a un des enfants qui est citoyen américain ou résident, et que l'autre n'est pas, donc est quelqu'un qui tombe sur cette suspension. S'ils voyagent ensemble et que les deux enfants, en fait, ont moins de 21 ans, ils tombent sous cette exemption. Et donc, c'est des cas très spécifiques où vraiment, il faut avoir bien compris l'exemption et il faut avoir toute la documentation relative à cette relation de sang, de consanguinité. Parfait. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions qu'on a eues ce soir et plus. Alors, des miens juste avant pour conclure, c'est un sujet que j'ai vraiment qui soit à l'esprit de la communauté française. Ça fait plus de 8 mois que le Sénat et le Sénat américain considèrent de passer une loi qui s'appelle le S-386. C'est quelque chose que j'ai déjà posté par le passé sur les groupes. Donc, si vous étiez sur certains des groupes, vous l'avez peut-être déjà vu. C'est une loi qui va enlever qui cherche à enlever la séparation par zone géographique. Donc, si vous suivez un peu l'immigration américaine, vous savez que pour les cartes vertes, il y a un nombre global qui peuvent assigner par an et que par catégorie. Donc, par exemple, pour les époux de résidents ou pour les frères et sœurs d'Américains, il y a une ligne, une catégorie. Mais dans cette catégorie, par rapport au nombre total, ils ont limité un pourcentage par zone géographique. Donc, pour l'instant, si on vient d'Inde, de Chine ou de France, c'est pas la même quantité de visas qui reste. Et donc, il y a depuis des années un retard énorme sur les demandeurs de carte verte qui viennent d'Inde et de Chine et du Mexique sur certains Mexique et Singapour sur certains des demandes. La proposition actuelle qui est devant le Sénat, c'est une proposition où on enlèverait toutes ces distinctions géographiques. D'accord? Donc, finalement, au lieu d'avoir 10 000 de ce côté, 100 000 de ce côté et autres, ça va être tout le monde est dans le même lot et donc ils vont prendre le dossier le plus ancien qui est arrivé pour être adjudiqué en premier. À l'heure actuelle, sur la communauté française, on tombe sur toute autre zone géographique. Et ces catégories-là, il y en a quelques-unes qui sont un peu en retard, mais de manière générale, elles ne sont pas beaucoup en retard. Si la loi, elle passe telle qu'elle a été présentée depuis le mois d'août, avec des allers-retours et avec des sénateurs qui ont essayé de la bloquer, si elle passe telle qu'elle est, ça serait un retard de presque 10 ans sur la majorité des catégories pour la communauté française. Donc, une pétition maintenant, une demande de carte verte dans 10 ans. D'accord? Et ça, il n'y a personne qui en parle. J'ai essayé d'alerter un peu tout le monde. Et la raison pourquoi je le mentionne à nouveau aujourd'hui, c'est parce que dans les procédures en débat cette semaine pour alléger en fait la conséquence économique du Covid-19, il y a eu des amendements qui ont été proposés qui intègrent cette proposition S-386. Donc, si c'était passé tel que c'était écrit, ça aurait été de facto la nouvelle règle. Voilà. Donc, si vous avez une opinion là-dessus, je vous conseille vraiment de lire ce qui est publié et de prendre position. Et si vous avez une position, appelez vos représentants américains pour leur dire quelle est votre position. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a un lobby très, très puissant qui soutient cette demande de changement. Églantine, merci de l'avoir partagé. Il est certain que de notre côté, en tout cas, on va se mobiliser sur ce sujet, c'est certain, parce que ce serait vraiment catastrophique. Donc, on va tous se mobiliser. Je voulais te remercier d'avoir pris de ton temps personnel pour passer presque cette heure avec nous sur un sujet qui est très important, qui nous tient tous à cœur, parce qu'il touche nos familles, il touche des situations personnelles, il touche aussi nos situations professionnelles. Et dans un moment comme maintenant où on a tous des familles
qui sont pour la plupart éclatés entre différents pays, différents continents, dans une période qui peut être assez anxiogène avec ce Covid-19. Tes réponses et tes informations sont précieuses et je veux vraiment te remercier pour avoir pris ce temps. Merci Thierry de nous avoir guidés également pendant ce webinaire. Merci à vous, chacun d'entre vous, d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Nous allons organiser comme cela très régulièrement des webinaires sur les sujets et les préoccupations qui vous sont importantes, qui nous sont importantes. N'hésitez pas à nous contacter pour partager avec nous des questions que vous avez, les préoccupations que vous avez, les sujets que vous voudriez qu'on aborde et on essaiera de trouver les personnes les plus compétentes possibles pour les aborder avec vous. À titre personnel, en tant que conseiller consulaire, comme mon collègue Bertrand Pelletier, nous sommes à votre entière disposition pour être les relais de tous ces sujets pour toute notre communauté. Ce sont des moments un petit peu particuliers et on pense, et je pense personnellement qu'il est très important de garder le maximum de liens sociaux. Ce n'est pas toujours facile en confinement, mais on a la technologie aujourd'hui qu'on n'aurait peut-être pas eu il y a quelques dizaines d'années. Donc, utilisons cette technologie pour garder du lien social. On a une communauté qui est magnifiquement solidaire. On l'a vécu, on a eu des moments difficiles, rien qu'assez récemment à Houston, par exemple, avec Harvey, mais dans différents endroits de la circonscription. On est une communauté qui se tient toujours les coudes, qui est très solidaire, donc continuons comme ça. Respectons bien toutes et toutes, chacune et chacun, toutes les consignes qui nous sont données pour que nous puissions passer au mieux et le plus rapidement possible ce moment compliqué. Et encore une fois, nous restons à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter. Églantine, merci beaucoup. Thierry également. Bonne soirée à chacune et chacun d'entre vous. Et évidemment, nous posterons le recording de cette vidéo sur le lien du site Facebook très rapidement. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt. Merci à tous. Bonsoir.